Du coup, bonjour à tous. Merci d'être restés aussi tard dans la journée. Donc aujourd'hui, on va essayer de discuter un petit peu ensemble des ressources éphémères et de l'orchestration. C'est un sujet assez intéressant, selon moi. Donc très rapidement, je m'appelle Benjamin Vouillaume. Je travaille chez Intech SA, qui est une société de services au Luxembourg. Et j'aurais dû faire cette présentation avec Geoffrey Flash, qui est architecte chez un assureur au Luxembourg, et également prof à l'Université de Lorraine. Mais il n'a pas pu se joindre à nous, mais il m'a beaucoup aidé pour la démonstration. Donc pour donner un peu de contexte, j'étais en stage en fait chez ce fameux assureur il y a 2 ans, en stage de fin d'études, et on m'a proposé de faire un POC sur Mesos. Un plutôt bon stage, hein. En tout cas moi j'ai trouvé. Donc Mesos, hein, c'est pour faire de l'infrastructure distribuée, des clusters, on a besoin de plusieurs machines, etc. Et pour faire ça, on m'a donné une petite workstation de 4 Go de RAM, et j'ai pas pu faire grand chose. Voilà. Et donc là, je me suis dit, comment je pourrais contourner ce problème? Et en fait, dans les open space, il y avait beaucoup de PC qui étaient tout le temps dispo. Donc, je me suis connecté sur tous ces PC, j'ai pris Vagrant, j'ai pris Chef, j'ai pris VirtualBox, et je me suis fait des petites VM par-ci par-là dans l'open space pour monter mon petit cluster Mesos et faire mes tests. C'était ma première expérience d'utiliser des workstations pour faire des choses. C'était pas très automatisé, je passais 10 bonnes minutes le matin à monter tout ce qu'il faut, et c'était pas très propre. Mais ensuite, on m'a filé un accès au data center et là, j'ai pu pleurer. Par contre, on a réfléchi à ce problème-là avec Geoffrey et en fait, on avait un problème. Il manquait la slide, pardon. On avait un problème, c'est que le matin, on arrivait et en fait, on avait nos serveurs qui étaient à 100% de CPU depuis minuit jusqu'à 6-7 heures du matin. Les badges de nuit, je pense que tout le monde connaît, c'est un peu chiant. Et donc on s'est dit que ce serait quand même pas mal d'utiliser la puissance des workstations qui sont éteintes la nuit, ou en tout cas en veille parce que les gens ne les éteignent pas, pour pouvoir effectuer nos batchs. Donc ça c'était vraiment l'idée de base. Ensuite on a aussi racheté de l'infra et on a oublié l'idée. Il y en a certains que je vois venir pour dire ouais on peut faire du cloud, on va provisionner des serveurs, on va faire les process dans le cloud, etc. Sauf qu'en fait, on est au Luxembourg. Et au Luxembourg, il y a des lois qui sont assez contraignantes et il faut que les datas restent dans le territoire du Grand-Duché. Il y a quelques hébergeurs locaux, mais ils sont totalement hors de prix. Donc on pense que notre idée, elle a un intérêt et on essaye de développer ça. Donc très rapidement, sur l'éphéméral computing, il y a pas mal de recherches qui sont, surtout côté académique. C'est, par définition, l'utilisation de ressources qui sont éphémères pour peu de temps pour faire du travail, pour faire des tâches de calcul. Donc en fin de compte, c'est quand même beaucoup de choses qu'on aimerait faire avec des machines, des serveurs pour nos applications. Donc notre idée, c'est de dire, nos workstations, la journée, elles sont utilisées par nos employés, par nos collègues, donc il ne faut pas casser leur poste de travail. Par contre, la nuit, elles ne sont pas utilisées, donc en fait, entre 18h et 7h du matin, on aimerait utiliser ces ressources-là, mais à 7h du matin, on redémarre tout et on revient sur les Windows pour qu'ils puissent travailler. Donc ça, c'est vraiment l'idée de base. En termes de use case, avant de passer à côté de technique, ce qu'on voit, c'est que pour faire un POC, pour pouvoir déployer une infra et faire quelques tests, c'est assez intéressant. On va pouvoir faire donc du traitement de données de manière distribuée. Pourquoi pas faire un système de DRP avec des workstations, mais bon, là, je pense que je suis un peu perché. Par contre, il y a quelque chose qu'on a déjà entendu dans la journée, c'est potentiellement faire du machine learning avec ces workstations. On est en train de travailler beaucoup avec du machine learning dans ma boîte et on achète de plus en plus de tours gaming, orientés gaming, avec des bonnes GTX et on se dit, bah, la nuit au lieu des Indes, on fait tourner nos modèles et pour que ce soit plus simple, on fout tout ça dans un cluster et on utilise les ressources. Donc il y a quelques use cases, après à voir s'il y a vraiment un débouché. Parlons un peu du comment. Donc comment techniquement on va réussir à faire ça. Donc pour la partie utilisation des workstations, en fait on va utiliser IPXE. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est IPXE? Pas trop. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est PXE? Non, pas trop. Donc en fait, PXE, ça va nous permettre de booter des OS, des systèmes, des images kernel via le réseau. Et IPXE, c'est une implémentation de PXE, mais qui va nous apporter pas mal d'autres choses. Comme des scripts au démarrage, un ajout du DNS et notamment le fait de pouvoir pousser des images via le Wi-Fi, ce qui peut être intéressant sur des laptops. On va utiliser DNS Mask de CoreOS qui va nous servir de proxy DHCP parce que du coup
L'IPXE repose sur les protocoles DHCP pour récupérer les trames et injecter les images, et en même temps de serveurs TFTP pour justement stocker ces images-là avant de les redescendre sur nos workstations. Et enfin, on va utiliser Matchbox, aussi de CoreOS, qui va nous permettre de faire des profils de machines à booter via PXE. Et on configure tout ça avec Terraform parce qu'on aime bien Terraform. Maintenant, qu'est-ce qu'on va booter? Et donc là, vous en avez aussi entendu parler 2 fois dans la journée. On s'est intéressé à LinuxKit. Donc l'idée, ça va être de builder des OS minimaux et immutables qui sont basés sur des images Docker, enfin sur des conteneurs Docker. C'est un outil qui a été à la base développé par Moby, donc par les gens de Docker. Et en fait, l'idée, c'est faire de l'assemblage de file system en poussant des options et des commandes pour faire un OS minimal et qui va pouvoir fonctionner. Il y a un gros défaut de LinuxKit, c'est qu'on dit souvent que c'est un peu le Dockerfile de l'OS pour faire des machines virtuelles. Moi, je suis pas du tout d'accord parce qu'un Dockerfile, c'est simple, c'est facile d'utilisation. Vous allez voir que LinuxKit, c'est totalement l'inverse. C'est vraiment pas simple du tout. Et on fait la démo. Et le GIF marche pas, je suis triste. Alors, on va commencer par regarder du côté de LinuxKit. Hop là, c'était là. Vous voyez rien du tout, je suppose. Est-ce que c'est mieux? Non, c'est pas mieux. Oh putain. Pardon. C'est 2018 sur l'année des workstations Linux avec l'écran double qui marche pas. On connaît. Non, bon, tant pis, je vais le faire en tournant la tête. Donc, on va aller sur VS Code et c'est beaucoup trop gros. Donc en fait, LinuxKit va beaucoup se baser sur des images, enfin sur des fichiers YAML pour décrire le contenu de notre OS. Donc là, j'ai écrit un YAML minimal pour vraiment faire une image la plus simple possible qui va être bootable et qu'on va pouvoir faire fonctionner. Donc en fait, c'est assez simple. On va définir ici une image Linux qui va contenir que le kernel. Donc là, j'ai pris la dernière version disponible. On va lui dire qu'il faut quand même qu'il lance un TTY parce que sinon on ne va pas voir grand-chose. Ensuite, dans le init, on va prendre des images Docker qui vont nous permettre de builder le file system de base. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a dans le file system de base? On va avoir init qui va permettre de gérer les process. On va avoir runc et contenerd qui vont en fait être à la base de la gestion de tous les autres services qui vont être eux-mêmes des conteneurs sur cette image-là, sur cet OS. Donc ça fait un peu empilement, mais en fait c'est assez simple. On a un kernel avec init en gestion de process, runc et contenerd qui vont faire tourner nos autres process. Et les process ils sont définis ici et ici. Donc dans le onboot, on a DHCPD qui va juste nous permettre de récupérer une IP, parce que du coup je passe par du DHCP. Et comme service, j'ai pris Whoami par le créateur de trafic qui va juste nous donner une info sur l'image qu'on a déployée. Donc ça c'est assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire tout ça. Donc là en fait il va récupérer les file systems de nos conteneurs et il va tout simplement les assembler pour avoir une image finale. Donc là en format par défaut je vais récupérer un kernel avec un initRD. On peut très bien sortir une image ISO, on peut très bien sortir une image AWS. Il y a plein de formats d'images qu'on va pouvoir utiliser sur plein de providers différents. Donc voilà, moi il m'a généré un kernel, un initRD et un command line. Et donc là pour lancer l'histoire, hop, LinuxKit, run, je vais prendre KMU comme système de virtualisation. Je vais lancer un GUI parce que c'est assez simple et on va lancer Whoami. Donc voilà, ici, il n'a pas très envie, c'est l'effet démo, hein, évidemment. Bon, si ça marchait ce matin, vous me croyez? Non, c'est pas très grave, j'ai d'autres images qui doivent traîner.
Hop. On va essayer d'aller dans... Hop. Intéressant. La démo est bien partie. Bon, c'est pas très grave parce que là, on démarrait dans une machine virtuelle. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de faire booter des vraies machines physiques. Alors là, j'ai pas de machine physique, mais on va un peu tricher. Mais l'idée, c'est qu'on va pouvoir construire des images qui vont vraiment être très légères. Hein. Si on regarde ici, on va obtenir des images, donc des ES complets. En faisant la somme de ça, on atteint 55 MB. C'est vraiment pas grand-chose. Et c'est vraiment un ES complet qui va pouvoir être fonctionnel et faire tourner notre service. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie création de l'OS. Maintenant, pour la partie Matchbox et DNSMask, on a juste créé en fait un petit Docker Compose pour lancer tout ça. Je passe très rapidement dessus, hein, mais ici, on a Matchbox, on définit des ports, on définit de la config, DNSMask, on définit des ports, on définit de la config, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant par contre, c'est de faire ça. Il n'est pas là. Bon, j'espère que ça marche. C'est beau les effets démo. Et donc là, en fait, j'ai créé une machine virtuelle dans VirtualBox qui, en regardant un peu la config, n'a pas du tout de drive. Donc c'est-à-dire que je vais vraiment avoir une machine qui va être in-memory, qui ne va pas utiliser de stockage. Et je l'ai connecté à un subnet particulier. Ce subnet-là, il est sur le même subnet que mon proxy DHCP. Donc quand je vais démarrer, il y a le PXE qui va se mettre en route, il va regarder sur le réseau si on a un provider d'image qui est disponible. Le proxy va répondre que oui, envoyer l'image et la machine va démarrer. J'espère. Allez, s'il te plaît. Super. Ah, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mon jour. J'ai testé ce matin dans le train et ça marchait très bien. Alors je ne sais pas ce que je rate. C'est embêtant. Ça m'embête vraiment parce que du coup, là, tout le reste c'est de la démo. Si ça marche pas, ça marchera jamais. Qu'est pas ça? Celle-là, peut-être qu'elle marche. Ah, celle-là fonctionne. Donc là, c'est une image SSHD. Donc en fait, c'est une autre image Linux Kit que j'ai créée. Donc si on regarde le YAML ici, donc celui-là est un peu plus complexe. On a notamment ici ajouté un truc qui va permettre de gérer les certificats. Et on a ajouté au onboot un sysctl qui va permettre de gérer les variables du kernel. Et on a accéléré Jetty, RNGD et SSHD qui vont du coup nous permettre d'avoir un TTY fonctionnel sur lequel on va pouvoir interagir. Donc voilà, enfin quelque chose qui marche. Donc là on a une machine virtuelle qui a booté en 8 secondes, sur lequel on a un SSH et sur laquelle on va pouvoir faire des choses. Alors par contre, ce qu'on va pouvoir regarder ici, c'est qu'en fait nos process vont tourner ici dans des conteneurs D. Donc tous nos services dans la machine virtuelle sont des conteneurs. Et donc pour voir la liste des conteneurs qui tournent, on va pouvoir faire un... Donc voilà, donc là on a ici 4 conteneurs qui tournent, on a DashCPD, Jetty, RNGD et SSHD, qui vont être tous les conteneurs qu'on a définis dans notre YAML. Alors, je réessayerai bien de démarrer le truc, on sait jamais. Donc là c'est bizarre parce qu'il récupère bien une IP. Par contre il me dit qu'il n'y a pas d'image à démarrer. Alors, qu'est-ce que j'ai cassé?
Bon, bah, on remplace la live démo par un live debug. J'espère que ça vous va. Donc, comme ça, je peux vous montrer la config au niveau de Terraform. Donc, dans Terraform, on a défini des profils. Et donc, ici, on est censé lui donner le nom de l'image sur laquelle démarrer. Sachant que les images, je les stocke normalement ici. Là. Est-ce que j'ai fait une faute de frappe sur le nom de l'image au hasard? Tout à fait. Sauf que mes interfaces réseau, j'ai pas tellement touché. On va essayer de faire un down et un up, on sait jamais. Non, c'est pas ça. Bon, c'est moins passionnant que prévu, hein, je suis vraiment désolé. Alors, ça a l'air d'aller mieux. On va réessayer comme ça. Voilà. Donc là, il a trouvé l'image et il est en train de démarrer dessus. Et donc là, on a une image fonctionnelle. C'est la joie d'époque maison qu'on prépare que pour des confs. Donc là, on a une VM qui a démarré en 3 secondes 14. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'elle n'est pas encore tout à fait démarrée. Donc ça, vous ne pouvez pas le savoir. Mais en fait, une VM, quand elle démarre, elle n'a pas assez d'entropie qui est générée dans son système. Et donc du coup, elle ne va pas réussir à démarrer complètement. Parce qu'on n'a pas assez d'entrée clavier. Donc on va avoir des soucis. Parce qu'elle va attendre d'avoir suffisamment d'entropie pour générer des nombres aléatoires suffisamment grands pour pouvoir démarrer convenablement. C'est quelque chose que j'ai découvert vraiment en faisant ce talk. Avant, j'étais pas du tout au courant de ça. Donc là, en fait, en faisant des entrées clavier, ça a mis en fait 30 secondes à démarrer et non pas 4. C'est quelque chose qu'on peut facilement bypasser, mais j'ai pas trop travaillé dessus. Et donc, normalement, si on va ici, voilà. Ouais. Donc on a bien le UMI, on a bien l'adresse IP qui est générée. Et on a bien notre service qui a démarré. Donc là, c'est vraiment une machine virtuelle qui vous répond, c'est pas un conteneur. Et donc l'idée après, c'est de pouvoir en démarrer plein, si on a envie. Donc ça c'est intéressant, mais bon, Wamai c'est pas super fun. Du coup, pourquoi pas jouer un petit peu. On a déjà assez joué avec les effets démo, mais je suis joueur. Alors. Voilà. On va... Hop là, c'est pas ça. Donc là, en fait, je vais récupérer le conteneur Terraform que j'ai lancé tout à l'heure pour le restarter, pour reloader la config. C'est pas ça. Voilà, donc le conteneur Terraform s'est bien relancé, il a bien été exécuté. Et donc, si je reviens sur n'importe laquelle de mes machines, on va dire celle qui a démarré. Hein. Voilà, si je la restart, donc là, alors je sais pas si vous avez vu, mais il a changé le nom de l'image, il est en train de démarrer l'image 2048. Donc c'est pareil, on va l'aider à démarrer en faisant plein d'entrées clavier. Donc là, on voit en fait la ligne, hein, random DHCP uninitialize, parce que du coup, il n'a pas généré assez d'entropie. Donc là, on génère de l'entropie, voilà, ça a mis 12 secondes. Et donc si je reviens ici, non, il n'a pas envie, il a peut-être pris une autre IP. Voilà, on peut faire un 2048 par exemple, hein.
Donc là, en à peine 13 secondes, j'ai redémarré ma machine, qui potentiellement pourrait être une vraie machine, une workstation. J'ai changé l'applicatif qui était par-dessus et j'ai démarré un nouveau service. Voilà qui conclut la démo assez foireuse. Super. Donc en termes d'architecture, ce qu'on a pensé, en fait, c'est comme je vous ai montré aujourd'hui, on pourrait faire des OS dédiés qui auraient chacun en fait leur propre applicatif qu'on pourrait démarrer à la volée. Donc ce serait pas mal parce qu'en fin de compte avec Matchbox, c'est vraiment le concept, c'est de pouvoir créer des profils en fonction des différentes machines et de les instancier au fur et à mesure. Par contre, on va avoir des problématiques, notamment le network. Là, je passe par du DHCP. Après, on pourrait très bien mettre des IP fixes, mais il faudrait quand même détecter lesquels sont utilisés, ce genre de choses. On ne peut pas du tout récupérer les logs, on ne peut pas du tout débugger, parce que du coup, il n'y a pas de TTY, il n'y a pas de SSHD dans les images vraiment de base, donc c'est très compliqué d'aller voir ce qui se passe. J'ai pas mis de disque, donc il n'y a pas du tout d'état, on ne peut rien stocker sur la machine. Et il faut vraiment gérer les pertes d'application. Si c'est des problématiques qui vous parlent, bah, c'est normal, parce que c'est les problématiques que vont régler l'orchestration. Donc on s'est dit en fait, pourquoi plutôt ne pas créer des OS Kubernetes qu'on va déployer sur nos workstations et ensuite on déploie des conteneurs sur ces machines qui sont en fin de compte que des nœuds Kubernetes qu'on a associés à un cluster existant pour faire fonctionner nos services. Et donc du coup, on règle toutes les problématiques précédentes. On va être multitâche parce qu'en fin de compte, on va déployer nos services déjà existants sur un nœud Kubernetes qui en fin de compte est quasiment identique aux autres, sans le disque. Et du coup, l'inconvénient, c'est que l'OS va être plus gros, donc potentiellement on va avoir une petite perte de charge au démarrage, mais à mon avis, la perte est acceptable. Et c'était la démo finale que j'ai pas du tout réussi à faire marcher, parce qu'il faut savoir que LinuxKit Kubernetes, c'est un projet qui est ultra récent, et donc du coup, il y a encore pas mal de magie que j'ai pas trop compris, mais on travaille dessus et on désespère pas. Avant de partir, sachez que donc, je viens du Luxembourg, le Luxembourg c'est bien, venez nous voir. On a un Yadjug, on a VoxD, et n'hésitez pas à discuter parce qu'on manque vraiment d'événements au Luxembourg, donc on serait ravis de vous accueillir. Merci. On a un tout petit peu de temps pour des questions, s'il y en a. Ça fait une journée, vous êtes fatigués. Bon, eh ben merci beaucoup pour le talk. En tout cas, c'est chouette de voir des choses un petit peu assez originales pour le coup, avec des contraintes marrantes au Luxembourg.